Arnaud et Franck, merci à Monsieur Gallego d'avoir intégré cette présentation au programme. Je vais être dans les temps, je vais faire en sorte, ne vous inquiétez pas. Comme tout cela est compliqué, depuis ce matin, on a envie de s'arracher les cheveux. Beaucoup de paramètres, beaucoup de choses. Des conditions de laboratoire d'un côté pour essayer de faire des tests reproductibles et tests-retests et qu'on puisse utiliser dans notre pratique quotidienne. Et d'autre part, des paramètres qui sont, à mon sens, proches du chaos quand on rentre dans la vraie vie du patient, où là, finalement, rien n'est comme on aurait aimé, rien n'est comme on aurait prévu. Sauf que nous, on a besoin d'un petit peu d'ordre dans nos cabines pour essayer de savoir ce qui va se passer dehors. Et donc pour cela, on a quand même quelques règles qu'il faut appliquer. On a vu beaucoup de paramètres lors des précédentes présentations. Ça peut faire un petit peu peur. Ce qu'il faut, c'est fixer, chacun fixe ses paramètres et après on va essayer de les réutiliser. Donc on ne peut pas finalement partir dans toutes les directions, le domaine étant bien trop complexe et à mon sens proche du chaos. Ne serait-ce que cette courbe que vous avez sous les yeux, donc hier je confronte ma présentation avec Monsieur Ducournau et on se dit tiens, on n'a pas les mêmes références normaux entendants. Ah, comment ça se fait? Il y a beaucoup de paramètres dont il faut tenir compte, le nombre de haut-parleurs, François vient de les évoquer, le type de matériel vocal, les conditions du calibrage, est-ce qu'on a 1, 2, 4, 5, 12 haut-parleurs? Tout cela est très compliqué. J'ai voulu focaliser cette intervention sur le spectre, je l'ai appelé une affaire de spectre, notamment par rapport à cette composition fréquentielle de la voix et du bruit, qui peut être une façon déjà d'ordonner un peu les choses, et il semble qu'il y a une forme de consensus qui s'établit. J'ai une présentation avec bruit et intelligibilité, réflexe de Pavlov, je sors une courbe de compréhension et j'essaye de voir ce que je peux faire avec. Ce qui m'importe ici, c'est ce qui est marqué en bas, rapport signal sur bruit, des valeurs entre moins 10 et plus 15. Donc finalement, c'est facile de faire une vocale dans le bruit. On va prendre une parole à un certain niveau, on va prendre un bruit à un certain niveau et on va être content. Là, j'ai pris mon beau sonomètre BEK, j'ai placé une voix que j'ai mesurée à 90 décibels, nickel. Après, sur un coupleur, j'étais dans un casque, un coupleur de CC, et après, j'ai essayé de mesurer un bruit, j'ai retrouvé 90 décibels. Donc je suis très heureux, j'ai un rapport signal sur bruit de 0. Sauf que, quand j'ai regardé un petit peu plus précisément dans les fréquences, je vois que sur la partie gauche où j'ai mes 90 décibels, j'ai une représentation fréquentielle qui est celle de la parole, un petit peu ce LTSS dont on a parlé à plusieurs reprises. Et moi là j'avais mis un bruit blanc et je vois finalement que j'ai une représentation fréquentielle qui est très très différente. Donc quand je reviens là, quand je suis en rapport signal sur bruit, finalement sur quelle fréquence? Sur l'ensemble, la sommation de chaque niveau qui va vous donner une valeur moyenne. Non, je crois sincèrement qu'il faut essayer d'organiser les choses avec une corrélation par bande de fréquence de ce rapport signal sur bruit. J'ai poussé un petit peu le bouchon et j'ai fait en bruit, j'ai utilisé un warble à 125 Hz. On imagine bien qu'un son vobulé à 125 Hz ne va pas du tout avoir le même impact en termes de masquage de la compréhension qu'un bruit blanc, ou là, d'un bruit blanc filtré à 4000. Donc, ce que ça m'a fait penser finalement assez rapidement, c'est que quand j'ai deux audiogrammes qui ont la même perte moyenne, 40 décibels, c'est deux cas qui sont quand même complètement différents entre cette oreille droite et cette oreille gauche. Et si je m'attache à un scalaire, à un chiffre, je me retrouve quand même dans une approximation un petit peu forte. Donc de là, je me dis, voix égale bruit, spectre de la voix égale spectre du bruit, et donc rapport signal sur bruit homogène sur toute la bande de fréquence. Donc là, j'ai sur la gauche toujours ma représentation spectrale de la parole. C'est une mesure sur le long terme. Vous pouvez voir que ça a été fait sur une durée de 37 secondes. Mesure LEQ, donc c'est des niveaux de décibels équivalents par une agrégation des niveaux pendant la période de mesure, et en décibels SPL qui sont exprimés en Z
sur un sonomètre de ce type. De l'autre côté, j'ai aussi un niveau global de 90 décibels SPL et j'ai une répartition fréquentielle comparable. Donc sur le long terme, et on est sur le long terme, on n'est pas à l'instant T, on aura une répartition fréquentielle du rapport signal sur bruit qui sera homogène et qui me permettra de masquer de façon homogène par bande de fréquence et après d'analyser le travail de l'aide auditive aussi par bande de fréquence. Donc je voulais déjà commencer par rappeler cela. Alors comment on mesure une parole, c'est ce que je viens de vous évoquer. Quand je parle, c'est un bruit qui est impulsionnel, succession de pics, de creux, de silences, etc. Pour le bruit, c'est pareil, on a des fois des niveaux de bruit qui augmentent, qui baissent, qui fluctuent. Donc on va utiliser une mesure en niveau équivalent. L'objet va être de faire une sommation et un moyennage des signaux qui vont être perçus par le sonomètre sur chaque bande de fréquence pendant une durée suffisante pour que ces valeurs soient parfaitement stabilisées. Quand je vais mesurer le niveau d'une parole, alors sur des phrases comme telles que je parle actuellement, on va utiliser le même procédé. Dans la pratique de tests en audiométrie que l'on réalise, on a souvent des items qui sont séparés par des blancs. Il est défini qu'il faut supprimer les blancs supérieurs à 100 millisecondes pour ne pas avoir un impact des blancs qui pourrait pondérer le niveau en raison de leur existence au milieu d'une liste vocale. Donc il me paraît important, si on veut des tests qui sont satisfaisants, reproductibles, même si ça ne sera pas forcément le reflet de la vie réelle qui est bien trop chaotique, d'assurer un signal et un bruit, ce S et ce B, qui ont une corrélation forte et un niveau homogène finalement pour chaque bande de fréquence. Donc là, j'arrive finalement à me dire que des bruits, on peut en avoir tout un tas de différents. Des voix, effectivement, il y a une attitude qui est moindre. Donc pour tester dans le bruit, il faut déjà a priori partir de la voix. Et je dois avoir un bruit qui, semble-t-il, doit avoir une représentation spectrale qui est comparable à celle qu'on va utiliser pour le test. Donc une fois que j'arrive à la parole, je retourne sur l'étude qui a été abordée plusieurs fois aujourd'hui, à savoir cette étude 1994 de Dennis Byrne, qui a effectivement eu l'intelligence de se dire, tiens, comment ça marche la voix. Donc il a pris un certain nombre de locuteurs, et sa finesse est d'être parti sur l'international, locuteurs pour lesquels il a fait lire un texte sur une certaine période, et il a fait une mesure en niveau équivalent, et il a retrouvé la densité spectrale de la parole chez chacun de ces locuteurs, qui étaient anglophones, suédoisophones, danois, etc., etc. On voit que ça a été fait sur des groupes de 20 à 30 locuteurs. Et ce qui a été effectivement intéressant de constater, là on est sur 3 types différents de langue anglaise, on a une ressemblance forte entre les différents locuteurs et la moyenne finalement elle est assez serrée. On fait simplement une distinction entre la voix d'homme et la voix de femme pour lequel on peut retrouver une représentation du spectre qui est un petit peu différente. Si on revient en Europe, on retrouve des courbes qui sont encore assez proches pour le danois, l'allemand et la langue russe. Et si on part sur des langues asiatiques et le français canadien, le français n'ayant pas été testé, on voit aussi que tout ça se ressemble. Donc à partir de là, Dennis Byrne a défini le ILTASS, donc le International Long Term Average Speech Spectrum, donc le spectre à long terme de la parole internationale. Et on a maintenant une courbe qui nous définit clairement ce qu'est une voix d'homme en moyenne, ce qu'est une voix de femme en moyenne. Donc ça nous fait déjà un repère assez fort. Il y avait une étude précédente qui avait été faite par Cox et Moore en 1988 avec un petit peu moins de fréquence. Qu'est-ce que ça nous donne finalement, cette représentation? La voilà. Je vais voir si j'ai du son ou pas. Si j'en ai pas, vous ne m'en voudrez pas. Ça c'est le ILTSS femme. De couper le son, s'il vous plaît, à la régie, merci.
on va faire sans le son apparemment. Donc ils sont en fait spectralement assez proches. Quand on écoute ces deux pchits, ils sont légèrement différents, puisqu'on voit que la représentation fréquentielle n'est pas si différente que ça. Donc la question qui se pose, c'est comment je vais les homogénéiser, ces signaux de parole et ces signaux de bruit. Là j'ai ici ce ILTSS homme, et à côté j'ai pris une série de 10, moi qui était une série de 10 de Lafon que j'ai attaché, concaténé, et donc voilà, j'ai une réponse de la parole qui est en violette et j'ai une réponse du bruit qui est en jaune. Donc comment je peux faire ? J'ai trois façons différentes finalement. Soit je vais ajuster la réponse fréquentielle du bruit, soit je vais ajuster la réponse fréquentielle de la parole, soit je vais créer un bruit spécifique qui va marcher avec la parole et qui, auquel cas, peut être n'importe quel type de parole. On pourrait imaginer un jour peut-être créer des signaux correspondant à la voix du conjoint du patient ou ce genre de choses. Donc pour la première partie, comment je vais finalement ajuster la réponse fréquentielle du bruit? Je vais faire une mesure de la réponse spectrale de la parole, celle du bruit, et puis je vais appliquer une différence. En fait, je vais passer de cette situation-là à cette situation-là. Vous voyez, je me suis très fortement rapproché. Là, j'ai repris un OVG. Donc, il semble que c'est ce qui a été fait lors des enregistrements des CD du collège. L'OVG a été, semble-t-il, je ne sais pas, aligné sur les réponses spectrales de la parole. Et on voit un petit pic significatif à 18 000, là, qui est un petit peu étrange, mais qui fait pourtant partie du signal OVG. Ma deuxième façon de faire va être éventuellement de modifier la réponse spectrale de la parole, donc de modifier les fréquences de la parole. Alors là, je suis un petit peu limité, je ne vais pas enlever 50 décibels par fréquence et en rajouter 50 sur d'autres, sinon ça deviendra un robot ou un martien, puisqu'il paraît qu'il y en a. Donc je vais avoir une latitude qui est moindre et je vais pouvoir partir d'un signal comme ceci, ce violet, l'amener, voilà, à une représentation qui est très 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 proche du bruit, le jaune là qui a changé de couleur. Donc là j'ai modifié ma voix, je l'ai alignée sur le spectre à long terme de la parole, je lui ai donné une forme de valeur moyenne. Et donc, à partir de là, si mon bruit a le même niveau de relation spectrale, je vais avoir une corrélation sur tout le long de la bande de fréquence par bande de tiers d'octave. Donc, il y a des outils qui permettent cet alignement. Je remercie aussi Xavier Delers, comme nous tous, pour tout le travail qu'il peut faire. Troisième chose, comment on peut créer un bruit dédié? Ça veut dire que là, j'ai une personne qui parle, j'ai des listes de mots, je ne veux pas rentrer dans la complexité des spectres à long terme, mais je veux vraiment pouvoir faire un signal masquant dédié. La méthode, elle est connue. On va concaténer, si je veux prendre des listes cochléaires, par exemple, je vais prendre toutes les listes cochléaires, je vais les mettre les unes attachées aux autres, puis je vais supprimer tous les espaces supérieurs à 100 millisecondes, la concaténation. Donc je vais me retrouver avec un fichier qui est assez long, puis raccourci par le retrait des blancs, et après je vais le découper en un certain nombre de tranches qui vont représenter finalement une façon de faire un multilocuteur ou un multi-bubble noise. L'idée c'est d'avoir un découpage ensuite, par exemple en 8 tranches de ce fichier. J'ai un fichier de 2 minutes, je vais faire 8 tranches, disons de 15 secondes, et après je vais réajuster les unes après les autres ces tranches, telles que c'est indiqué là, un fichier avec la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un second fichier où je vais commencer avec la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, un troisième fichier 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, et ainsi de suite, pour avoir les 8 différentes combinaisons. Je vais me retrouver avec 8 fichiers différents que je vais mixer. Donc j'aurai mes 8 locuteurs. Puis, comme il y aura eu un effet de sommation de ces 8 fichiers, évidemment, je vais corriger les quelques décibels qui ont par couple de 2 rajouté 3 décibels. Et je vais me retrouver avec un signal qui a strictement le spectre à long terme de la voix qu'on a utilisée initialement. J'aurais bien aimé vous le faire entendre, mais là j'ai pris par exemple des listes d'intelligibilité de Lafon, concaténées, etc. Et en face, ça m'a permis de créer un bubble noise qui a exactement la même réponse spectrale, qui n'a aucune composante externe autre que celle de la voix,
et qui, à la fin, ressemble clairement à un bruit de test tel qu'on les connaît, un petit peu moins habillé de petites sonneries ou de petits bruits comme on peut avoir dans un OVG, un pur bruit vocal. Donc j'en ai développé quelques-uns. On peut avoir un phénomène de compréhension ou de captation de certains mots sur ce genre de choses, ou des bribes de mots, comme dans la vraie vie. On peut éventuellement appliquer après un effet reverse du fichier, donc le jouer à l'envers, et on va toujours conserver ce même spectre à long terme. Donc là, on a une très bonne homogénéité en fréquence, des graves jusqu'aux aigus. Donc on a déjà une base pour avoir une recette nécessaire à pratiquer des tests de façon précise et surtout reproductible. Dernière partie, le calibrage, comment ça marche tout ça. Donc pour rappel, le calibrage c'est quoi? C'est s'assurer que tout signal qui est émis par un transducteur, n'importe lequel, a bien le niveau qu'on souhaite. Et ça dépend du transducteur, ça dépend de la machine, ça dépend de l'écouteur. Chaque signal, et c'est la procédure quand on vient calibrer votre audiomètre, est réellement envoyé par votre audiomètre sur ses propres transducteurs, mesuré puis ajusté. Donc, on doit absolument s'assurer qu'un signal de parole est lui aussi conforme, mais un signal de parole, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'effectivement, il y en a ces histoires d'impulsionnel, etc. Le mieux étant toujours d'utiliser le signal de test pour faire son calibrage. C'est ce qu'on fait quand on calibre un 1000 Hz par exemple. Donc on pourrait imaginer prendre une liste concaténée, la laisser tourner sur 3 minutes. À la fin, on a mesuré, on attend de décibels, on applique un correctif, on remesure, on va trouver la bonne valeur, le système sera calibré. C'est pas très pratique, c'est long, mais c'est un peu le procédé de j'envoie un 1000 Hz, je remesure mon 1000 Hz, j'applique le correctif. Là, c'est j'envoie ma liste, je mesure son niveau moyen sur le long terme, j'applique le correctif. Pas très facile, beaucoup de matériel vocaux, beaucoup de choses, et en plus, chaque procédure prendrait 3 à 4 minutes, donc c'est évidemment pas quelque chose qu'on utilise. Mon Bubble Noise, que j'ai créé juste avant, est un peu un raccourci de cette voix. J'ai la version fréquentielle exacte, la représentation fréquentielle exacte. Donc je pourrais l'utiliser, et là je raccourcirais ma durée de calibrage peut-être à 15 secondes ou 20 secondes. Ce qu'on va utiliser le plus souvent, c'est le plus pratique, ça va être un bruit finalement aléatoire filtré sur ce spectre à long terme de la parole, ce fameux ILTSS que Joël a eu la chance de nous faire entendre. Et par rapport à ça, je vais envoyer ce son qui est une mini représentation de ma liste vocale. Je vais mesurer, je vais appliquer mon correctif. J'aurai exactement la même mesure que si je l'avais fait avec le signal sur une durée plus longue ou avec effectivement mon bubble. Donc ce qui est à mon sens important est effectivement qu'on ait une forte corrélation de niveau pour avoir un rapport signal sur bruit global qui est homogène, mais aussi par bande de fréquence. Je pense qu'une forme de consensus est en train de se mettre en place. On a entendu tout à l'heure le signal ISTS. Si on regarde sa représentation spectrale, c'est un ILTASS. Si vous prenez tous les fichiers sonores qui sont disponibles sur le site de EHIMA, site de fabricant, on a des signaux qui s'appellent les IFFM, International Female Fluctuated Noise ou des choses comme ça. Ils sont tous alignés sur le spectre à long terme. Pourquoi? Parce que votre audiomètre, il n'a pas 200 mémoires de calibrage. Si on veut faire quelque chose de très homogène, il faut, à mon sens, mettre un petit peu de rigueur dans tout ça. La procédure que, à mon sens, est la plus recommandable et la plus facile est d'utiliser du matériel vocal aligné sur le spectre à long terme de la parole. Ce qui me fait dire plutôt que de me dire pour chaque type de liste, j'ai un signal de calibrage dédié, compliqué à gérer avec le matériel que nous pouvons avoir, dépend du matériel. Je préférerais effectivement avoir des listes qui sont toutes alignées sur un même spectre et après une suite de bruits qui eux-mêmes sont alignés sur ce même spectre
Et là, je pourrais avoir une corrélation forte des rapports signal sur bruit et pouvoir travailler sur différents types de matériel vocal avec différents types de bruit. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Yves d'avoir tenu les temps, voire plus que tenu les temps, ce qui nous laisse 1 minute pour d'éventuelles questions dans la salle. Alors, est-ce que les bruits vous ont inspiré? Il paraît qu'il y a un bruit qui court. Alors, par les applications, il y a eu 2 questions qui ont été posées. Pour faire des tests dans le bruit, faut-il enlever les traitements anti-larcène avant de faire des tests dans le bruit? Une question de la salle est, faut-il désactiver les anti-larcène pour faire des tests dans le bruit? Sur les patients? Oui. Sur les patients, non, c'est pas nécessaire. Nous, j'ai préconisé de l'enlever parce que nous, dans les méthodes d'extraction qu'on utilise, l'anti-larcène provoque en fait des rotations de phase qui font que la non-linéarité devient très importante. Et donc du coup, ce que l'on détermine par ces méthodes sont faussés. Mais après, bien sûr, sur le patient, je pense pas. Le sentiment qu'on a dans ce domaine, c'est que chaque question appelle une étude clinique. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué. Bon, y a-t-il d'autres questions à la salle? A priori non, donc on va rendre le micro pour la suite, notamment avec le responsable donc, du projet du ministère de la Santé et de la Solidarité, ministère de l'Enseignement supérieur, sur l'universitarisation des formations paramédicales qui va nous toucher de plein fouet.